Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo, lutte contre la corruption. La JET fait 6 propositions. Le Togo est dans une dynamique, comme la plupart des pays, une dynamique de lutte contre la corruption depuis plusieurs années. Mais l'indice de perception de la corruption du Togo est toujours en progression, ou du moins on a la sensation que la corruption ne finit pas. Au Togo, que faire pour y faire face? Les différents mécanismes qui sont en place sont-ils réellement efficaces? Que faut-il ajouter? Qu'est-ce qu'il faut corriger pour que la corruption recule dans notre pays, pour qu'on puisse aussi figurer parmi les meilleurs pays en matière de lutte contre la corruption? La JET fait des propositions. L'Association des grandes entreprises du Togo se prononce sur la situation et fait 6 propositions que nous allons bientôt analyser avec nos invités. Comme vous le savez, pour ce quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Et donc, je vous laisse la parole pour vous prononcer sur ces propositions faites par la JET. Et si vous voulez, je vais vous faire juste un petit rappel de quelques-unes de ces propositions. Et vous pourrez donc vous prononcer là-dessus. Ces propositions sont les suivantes. Il faut poursuivre la digitalisation des procédures administratives liées aux opérations des entreprises. Donc, voilà. Définir la dénonciation calomnieuse contenue dans les textes de loi, puisqu'il y a une partie qui concerne les dénonciations calomnieuses. Il faut adopter des dispositions sur les lanceurs d'alerte pour les protéger. Il faut envisager la publication des déclarations des biens et avoirs pour plus de transparence dans la gestion des deniers publics. Réviser plutôt la loi portant création de la Applicien en vue de lui confier plus de pouvoir d'investigation, et enfin mettre en place une cour ou un parquet national financier pour le traitement exclusif et accéléré des affaires de corruption. Voilà les 6 propositions que fait la JET. Quelles en sont vos réactions? Eric Janson. Alors, il faut essayer d'expliquer un peu aux téléspectateurs dans quel cadre la JET a fait ces propositions. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un comité de concertation État-secteur privé. Et donc, c'est en la faveur des différentes rencontres que fait l'État togolais avec les entrepreneurs, je veux dire la JET, qui est l'association des grandes entreprises du Togo. Et cette association a formulé, toujours formulé beaucoup de revendications, sinon fait beaucoup de plaintes par rapport à l'évolution de nos entreprises dans le pays. Au nombre de ces propositions, de ces préoccupations, disons, on peut citer par exemple la révision du taux de l'impôt sur les sociétés. On peut voir les facilités pour plus d'investissements nationaux au poids de l'assurance maladie universelle, au coût et à la qualité de l'électricité, etc. Donc, ce sont des préoccupations de ces entreprises-là à l'État pour que ces entreprises-là se portent mieux et contribuent efficacement quand même au produit intérieur brut de notre pays. Mais la JET ne s'est pas arrêtée là. La JET est allée plus loin en faisant quand même une évaluation d'autres problématiques qui sont liées au bon fonctionnement ou à l'évolution des entreprises. Au nombre de ces difficultés se trouve la corruption. Et je vais vous donner 2-3 chiffres. La JET dit par exemple que pour 81,3% des entreprises formelles et 78,7% des entreprises informelles, le principal obstacle des affaires, c'est la corruption. 61% la jugent très fréquente, 53,2%
dans l'obtention des autorisations auprès des institutions publiques, ils disent qu'il y a la corruption à ce niveau. Il y a également, dans les procédures d'appel d'offres, dans les marchés publics, 52% de ces entreprises ont dit qu'il y a la corruption. Mais le chiffre le plus étonnant, c'est que 97,1% de ceux qui ont été contactés disent ne pas vouloir dénoncer la corruption. Et pourquoi ? Parce que la loi ne protège pas ceux qui dénoncent cette corruption-là. Et donc, à partir de ce moment, la JED dit que nous pouvons aussi faire des propositions pour que l'État puisse circonscrire la corruption et nous aider aussi à prospérer. Lorsque vous avez un appel d'offres qui est lancé et que vous voulez obtenir même des documents administratifs pour y postuler, vous devez faire je ne sais pas quoi, et la JED dit que la corruption est véritablement aussi à ce niveau-là. Mais personne ne veut la dénoncer. Et donc, c'est pour ça que la JED a fait les 6 propositions qui ont été énoncées tout à l'heure par Guillaume. Et donc, je crois que ces propositions-là, selon la JED, c'est qu'en les prenant en compte, on peut arriver à diminuer quand même le taux de corruption. Et puisqu'il s'agit de tout faire pour annihiler la corruption sur notre territoire, je crois que c'est des propositions que l'État doit prendre aussi en compte. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson, des propositions que l'État doit prendre en compte. Gabin, est-ce que, bon, je ne suis pas désigné, puisque le principe, c'est que qui veut aller à la suite d'Eric Johnson, il va, bien sûr, Gabin, vous y allez. Quelle observation, quelle remarque faites-vous de ces 6 propositions faites par la JED? Est-ce que tout est applicable en l'état actuel? Parce qu'il y a certaines dispositions qui sont déjà là, mais qui ne font pas apparemment obligation à ceux qui devraient normalement les appliquer. Oui, vous savez, la lutte contre la corruption, c'est une lutte de chaque jour. Et c'est surtout une lutte collective. On doit véritablement essayer d'apporter des solutions à chaque moment à l'État pour que on puisse arriver quand même à bout de cette corruption-là. C'est vrai qu'on ne peut pas annihiler totalement la corruption, mais on doit essayer de diminuer ça au plus bas niveau. Et la JED a su si bien le faire, et ils ont énuméré des propositions stratégiques que tu as citées et que Eric a corroboré. Mais vous savez, l'application de ces mesures-là, c'est assez difficile. Et il y a eu déjà beaucoup d'associations, de personnes qui ont déjà eu à faire des propositions, des leaders d'opinion qui ont eu à parler dans cette affaire-là, et ont eu à faire des propositions. Et ce n'est pas aujourd'hui que le Togo est en train de lutter contre la corruption, parce que je me rappelle très bien, au temps du président Gnassingbé Eyadema, il y avait même une commission qui luttait contre la corruption. Et c'est cette commission-là, à chaque moment, moi je quittais pour aller à l'école, c'est Radio Lomé qui faisait la publicité de la commission de lutte contre la corruption et des infractions assimilées. Donc aujourd'hui, moi je me dis, c'est pas mauvais de faire des propositions. Ce n'est pas du tout mauvais de faire des propositions, mais est-ce que ça va être applicable? Qui sont ceux-là qui peuvent appliquer ces propositions-là? Aujourd'hui, nous avons des structures qui luttent contre la corruption. Nous prenons le Raplucia. Ça dénote quand même de la volonté de l'État de lutter contre la corruption, parce que l'État a su très bien que, véritablement, la corruption ne peut pas permettre un développement harmonieux du pays. Donc, du coup, il faut lutter contre la corruption. Et quoi de mieux que de créer une commission? Maintenant, par rapport aux attributions de cette commission-là, de la Raplucia, des pouvoirs de la Raplucia, c'est assez compliqué, c'est mitigé. La Raplucia fait un travail de fond, notamment sous l'ancien président et aussi sous le nouveau président. Ils ont fait du bon travail, mais à chaque moment, ils disent qu'ils ont reversé quand même les travaux qu'ils ont fait, ou bien même les plaintes et complaintes au niveau de la justice, mais par après, on n'entend pas la justice parler. Ça veut dire que les commissions créées par l'État et les dotations qui leur ont été faites, ils essaient quand même de faire de leur mieux
avec le minimum qu'ils ont. Maintenant, est-ce que la justice essaie de faire son travail? Par après, on nous a dit qu'il y a certaines personnes qui, par moment, ont détourné des deniers publics, mais ils viennent et puis ils remboursent par à-coup. Ils remboursent par échéance. Donc, bon, peut-être c'est une manière pour le Togo de lutter contre la corruption, aussi de permettre au pays de recouvrer les fonds perdus par le biais des détournements. Parce que, vous savez, c'est pas tous les pays qui peuvent adopter des stratégies communes. Dans certains pays, on préfère faire le bruit en faisant en arrêtant des gens, en mettant les gens en prison, mais derrière, il n'y a pas de recouvrement, on n'engrange pas de fonds. Mais peut-être au Togo, on a décidé de recouvrer les fonds, de rentrer en possession de ces fonds-là, plutôt que de mettre les gens en prison pour faire peut-être des médiatisations politiques, pour dire qu'on est en train de lutter contre la corruption. Peut-être ça. Mais non, la JET demande également qu'on mette en place une cour pour réprimer cela. Est-ce que ce n'est pas à caractère dissuasif pour ceux qui seraient tentés de le faire? On dit, bon, si par malheur on m'arrête, bon, peut-être je vais juste rembourser et puis c'est fini. Mais quand on sait qu'il y a une cour et qu'en par le remboursement on peut faire la prison, ce n'est pas beaucoup plus dissuasif, n'est-ce pas dans ce sens que la JET propose cela? Je ne pense pas que ça soit la meilleure des choses, parce que nous sommes en train de parler de lutte contre la corruption. Il ne faut pas créer d'autres cours qui aussi vont engloutir des fonds. Et là aussi, ce sont des hommes. Mais si ça engloutit des fonds et que ça permet de faire des grosses économies, c'est pas mieux. Le problème, c'est la base. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller en Chine et puis corrompre un agent de l'administration. C'est impossible. Ça veut dire que l'éducation de base a fait un travail de fond. Et au niveau de l'État aussi, c'est vrai, il y a toujours de ces poches de corruption là dans tous les pays. Mais quand nous prenons le Togo, spécialement, créer encore une cour, alors qu'il y a déjà la justice qui doit faire normalement son travail, je ne pense pas que ce soit la meilleure des manières. La justice est là, s'il y a infraction, mais il faut reverser le dossier au niveau de la justice et que la justice fasse son travail. Mais pour vous, on n'a pas besoin de créer une cour de répression. Pas besoin de créer une cour de répression. Moi, je n'en vois même pas l'importance. Okay. On n'a pas besoin de créer encore ce genre de cours pour engloutir des fonds. Pour moi, oui, je vais en venir. Pour moi, le plus important, c'est que chacun essaie de jouer son rôle. Premièrement, le rôle de sensibilisation, c'est très important. La protection de ceux-là qui dénoncent, c'est-à-dire les lanceurs d'alerte, ils l'ont dit dans leur proposition. C'est très important parce que certaines personnes, ils voient des choses, mais ils ont peur de dire, de peur de représailles, bien sûr. Donc, à un moment donné, il faut protéger les lanceurs d'alerte, protéger les populations qui ont ce courage-là de dénoncer, et aussi, surtout, la sensibilisation. Parce que la JET propose aussi la digitalisation. Est-ce que vous pensez que le mécanisme de digitalisation, en tout cas dans certaines administrations, permet un peu de lutter contre la corruption et qu'il faut l'élargir? Le mécanisme de digitalisation, ça peut réduire la corruption, mais ça ne peut pas l'annihiler totalement. C'est sincère. Il y a des administrations aujourd'hui qui sont numérisées, ou bien tout se passe comme cela se doit. Même au niveau de l'établissement de casier judiciaire, aujourd'hui, tu peux faire la demande en ligne, juste tu vas pour retirer. Mais, je ne veux pas trop parler. Donc, ça veut dire que tant qu'il y a l'homme qui travaille là-bas, il y aura toujours cette envie-là d'être corrompu ou bien de corrompre. Maintenant, c'est à chacun de voir au niveau de sa conscience et surtout au niveau de l'État. L'État peut mettre en place des mécanismes, mais si nous, les citoyens, nous ne sommes pas conscients, qu'est-ce que ça peut faire? Si toi, citoyen, par exemple, si un citoyen... Il faut plutôt jouer sur la conscience. Sur la conscience et sur la sensibilisation. Si un citoyen, par exemple, quelqu'un qui a sa voiture, il n'a pas... Les papiers ne sont pas à jour. Il n'a pas fait la visite technique, il n'a pas payé le TVM et autres là. Mais s'il va au niveau du policier et qu'il donne l'argent au policier, si le policier refuse et met cette personne-là à la disposition de la justice, je pense que la justice va faire son travail. Mais si le policier aussi prend l'argent et laisse la personne dans la rue comme ça, je pense que c'est un problème de conscience à tous les niveaux. Et pour moi, on doit beaucoup plus jouer sur la conscience et sur la protection des lanceurs d'alerte. Merci beaucoup. Je pense quelques secondes rapidement. Oui, je pense que la Poussia fait déjà beaucoup dans la sensibilisation des citoyens sur la corruption. Et parfois même, les gens se demandent si son rôle est limité à la sensibilisation et autres.
Pour vous, il faut ajouter plus. Mais là, ce que demande la JETS par rapport à la Cour de répression des infractions, je pense que c'est très utile. Pourquoi? Aujourd'hui, quand vous allez au tribunal de Lomé, pour ce que nous connaissons tous, on est à Lomé, vous avez 90% des affaires qui concernent le foncier. Le reste, les affaires administratives et autres. Mais tout le monde dit que la justice togolaise est corrompue. Alors, si on va par exemple détecter quelque chose qui se passe à la justice, je ne pense pas que le dossier va retourner encore au juge. Merci beaucoup à vous, Eric. Vous y reviendrez, il est temps. Accordez d'abord une première réaction de Dominique Lacmon. La JET fait 6 propositions que vous venez de suivre. Quelle analyse en faites-vous? Oui, c'est une bonne chose. Vous savez, la corruption, c'est un fléau qu'il faut combattre. Quand on parle d'un pays ne peut se développer si la corruption prend de l'ampleur. Donc c'est vraiment une perte pour le développement, et ça ralentit une perte aussi, et ça ralentit le développement d'un État. Donc je pense que les propositions de la JET viennent à point nommé peut-être renforcer déjà les mécanismes mis en place déjà par l'État. Surtout, comme l'a dit les prédécesseurs, Aplusia, qui fait aussi un bon travail dans ce sens. Et également, la digitalisation, ça a commencé dans d'autres services, notamment, comme l'a dit Adjao, au sein du ministère de la Sécurité, qui s'occupe de la documentation. La digitalisation est mise en place, qui permettent maintenant aux citoyens de faire certaines demandes en ligne. Vous savez, c'est lorsqu'on est en contact permanent avec l'argent et surtout avec le client en face, qui fait que cette corruption peut prendre de l'ampleur. Et la corruption, c'est de deux côtés, celui qui corrompt et le corrompu, à qui celui et la personne à qui on corrompt. Donc ça veut dire que d'abord il faut passer par une culture morale. Il faut que tout le monde sache que lorsqu'on a besoin de se développer, il faut qu'on travaille sur la base de certains critères. D'accord? Il faut, si la personne répond à ces critères, là, il n'y a pas à faire de dépôt de vin et tout ça. Là, ça ralentit le développement. Et je pense que à tous les niveaux, que ce soit dans les entreprises et que ce soit dans l'administration publique, il faut qu'on combatte cette corruption. Mais ce n'est pas seulement, ils font la proposition au public, mais aussi dans les entreprises privées, il y a la corruption. Il faut qu'eux aussi, dans leur entreprise, qu'ils luttent contre cette corruption et en mettant aussi les mêmes mécanismes à leur niveau et avant de les proposer à l'État. Sinon, l'État seul ne peut pas aller combattre cette corruption. Donc, je pense que les propositions de la JET, c'est vraiment une bonne chose qui va permettre peut-être à renforcer. L'autre chose que je n'admets pas aussi, la dénonciation. Il parle de 80. Eric Johnson a donné un chiffre de 80. Combien de personnes estiment ne pas dénoncer? Mais je pense que ça aussi, il faut aussi, quand on dit dénoncer, il ne faut pas dénoncer parce qu'il s'agit de dénoncer. C'est pourquoi aussi, il doit, au même moment qu'on doit lutter contre la corruption, il faut aussi instaurer des règles pour des dénonciations calomnieuses. Il ne faut pas. Mais je pense que la Aplusia est dans ce circuit-là. Personne n'a peur d'aller dénoncer. Vous avez un dossier avec les preuves à la main, il faut aller dénoncer, il faut aller vers Aplusia et reverser ces dossiers-là. Aplusia, c'est à cette institution de travailler pour voir est-ce que ce que vous avez versé comme dossier de corruption, à dénoncer une corruption, est-ce que c'est vraiment avéré? Donc on ne peut pas dire que les gens se taisent parce qu'ils par peur. Mais si tu ne peux pas aller sur un toit, je ne peux pas aller sur cette chaîne, il faut bien rester sur cette chaîne New World, commencer par dénoncer. J'ai vu quelqu'un en train de dérober des millions. Si j'ai des preuves, il y a les institutions qui sont en place auxquelles je peux reverser ces preuves-là et que cette personne soit, qu'on puisse écouter cette personne et si c'est avéré, il va être traqué à la justice. Alors, si ces propositions faites par la JET, est-ce qu'elles sont efficaces pour diminuer le niveau de corruption dans le pays? Efficaces, bien. J'ai dit, ce sont des bonnes propositions qui
qui viennent renforcer les mécanismes qui sont déjà mis en place par l'État. Mais reconnaissons une chose, comme l'a dit Gabin, la corruption ne peut pas être éliminée à 100%. Comme vous l'avez dit, à Plusia, ce sont des hommes qu'on met là-bas. Même quand Eric parlait d'une cour de répression on va mettre en place une cour de répression à la corruption, ben c'est des personnes qu'on met. Donc c'est à un moment, il faut qu'on aille vers une culture de conscience et qu'on arrive à comprendre que la corruption c'est un mal et qu'à tous les niveaux on doit le combattre et que chacun de nous puisse s'intégrer cette notion d'éviter la corruption. Sinon, on peut tout faire, c'est-à-dire que quel que soit les cas, la dernière personne, il y aura une dernière personne qui sera en contact avec ce que nous voulons, et si la personne là est de mal intention, il va être corrompu à tout moment. Donc c'est qu'on doit faire tout pour essayer de au moins ralentir, éliminer au minimum la corruption, mais on ne peut pas la combattre totalement dans n'importe quel pays, que ce soit. Je ne vois pas un pays au monde qui peut nous dire qu'il n'y a pas de corruption. Donc il faut que chacun puisse travailler sur soi pour éviter ce mal-là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons ici à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour d'étape. Ce sera pour vos mots de fin et sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Eric Johnson. Alors moi je poursuis avec les propositions de la JET sur la corruption. Je pense qu'il faudrait que tout le monde essaie quand même de lire ces propositions-là, parce que le texte que nous avons proposé aujourd'hui au journal L'Union, nous avons essayé de donner un peu plus de détails par rapport à ces propositions-là, pour que chacun de nous puisse comprendre la nécessité de mieux lutter contre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, l'État compte beaucoup sur le secteur privé pour le développement du pays, pour l'augmentation du taux de PIB. Et donc, je crois que si les entreprises privées ne se portent pas bien à cause de certains freins qui se retrouvent dans l'administration, je crois que le pays ne se porterait jamais mieux économiquement parlant. Et donc, par conséquent, il faut forcément qu'on lise ce texte-là, qu'on comprenne le fond des propositions de la JET et qu'on en tienne compte dans nos démarches quotidiennes. Merci. Je crois que c'est très important. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Merci. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Oh, pas de mot de fin. Merci de m'avoir invité. Bonne fin de semaine à tout le monde. Merci beaucoup. Gabin, vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Dominique Lacmont, vos mots de fin. Merci. C'est un plaisir de partager ce plateau. S'il y a un mot de fin, c'est d'appeler la population du Septentrion qui va recevoir la deuxième phase de révision des listes électorales. Donc j'en appelle toute la population d'aller retirer sa carte. Si vous avez perdu votre carte, allez la renouveler. Ceux qui ont eu 18 ans précédemment puissent aller se faire recenser, parce que la carte d'électeur, ça serait une carte qui est très précieuse, parce qu'à la 5e République, la démocratie est à la base, et que vous n'avez pas votre carte d'électeur, ça serait vraiment de l'imaginaire. Donc il faut vraiment que toute la population puisse accueillir cette phase de révision des listes électorales. Merci, très heureux de partager ce plateau avec mes amis qui y a longtemps qu'on ne s'est pas encore... On ne s'est pas vu, donc c'est un réel plaisir pour moi. Merci beaucoup. Dominique Lacmont, vous êtes analyste politique et leader panafricain pour le développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clesson Pignang à la réalisation, à Sengo Wampa, à Richard Amédessou, Prudence Makoui à la diffusion, à Thomas Choyi et Stéphane Kourno à la caméra, et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de toutes les présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.